Bienvenue dans l'émission Bonjour Maine d'aujourd'hui. Nous revenons sur l'enseignement de la langue française dans les écoles aux États-Unis et plus spécifiquement dans l'État du Maine, dans le nord des États-Unis, avec cette particularité d'être à la frontière avec la province du Québec, francophone du Canada. Dans cette émission, nous rencontrons principalement Alexis Kanamugire, un prof de français originaire du Rwanda qui a fait ses études et enseigné au Burundi. Le 25 octobre dernier, son école, Deering High School, située dans la ville de Poland, a accueilli un grand événement où étaient conviés les ambassadeurs de France, de Centrafrique et du Gabon aux États-Unis. Le prof Kanamugire est connu pour son amour du français et veut perpétuer cela. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, écoutons d'abord notre confrère Pierre Claver-Nyonguru qui nous parle de l'actualité du moment. Débutons cette page de l'actualité internationale par le Burundi, où le ministère public a requis à Sandra Muhoza, la seule femme journaliste emprisonnée en Afrique, une condamnation de 12 ans de servitude pénale. Arrêtée en avril dernier, Sandra Muhoza est poursuivie pour atteinte à la sécurité de l'État et d'avération ethnique. Ces accusations trouvent racine dans une conversation qu'elle a menée dans un groupe WhatsApp qu'elle partage avec certains de ses confrères. Son avocat, maître Eric Ndibandetse, a indiqué que sa cliente est innocente et exigé sa libération pour manque de preuves du côté du ministère public. Plusieurs organisations qui militent pour la liberté d'expression, comme Reporters sans frontières, condamnent fermement la détention arbitraire de Muhoza. Pour ses confrères, cette répression délibérée à l'encontre des médias indépendants est un affront à la liberté d'expression et de la presse au Burundi. Parlant toujours de la justice, Gamaliel Nkurunziza, ex-ambassadeur du Burundi aux Pays-Bas, est désormais président de la plus haute juridiction du Burundi, la Cour suprême, depuis ce lundi. Il a été approuvé par la Chambre haute du Parlement burundais. Ce Tutsi, originaire de la province de Ngozi, au nord du Burundi, remplace Emmanuel Gateretse, un autre Tutsi, à ce poste. Enfin, la Commission Vérité et Réconciliation vient d'organiser un recensement des victimes tuées au Burundi entre 1985 et 2008. Pierre Claver Ndayicariye est président de la CVR, une commission largement critiquée pour ses positions en faveur du parti présidentiel CNDD-FDD. Que vise ce recensement? Essentiellement 3 ou 4 choses. Connaître les personnes assassinées ou disparues durant les crises cycliques qu'a connues le Burundi. Connaître les personnes auteurs de ces assassinats. Connaître les personnes qui ont tenté de protéger les autres. Celles qui ont déjà pris le chemin de demander le pardon aux autres. Et celles qui ont déjà accordé le pardon aux voisins. Au Rwanda, à la une, c'est la mise en retraite de plus de 150 policiers, dont des commissaires et des officiers de haut niveau. En août dernier, l'armée rwandaise avait de sa part annoncé la retraite de plusieurs généraux, dont l'ancien chef d'état-major des armées, Jean Bosco Kazura, dans le cadre d'une vague de départ de plus d'un millier de militaires. Et en juin 2023, le président Paul Kagame avait limogé plusieurs hauts gradés pour indiscipline et mise en retraite plusieurs militaires, dont son bras droit et conseiller particulier James Kabarebe. Restons toujours à Kigali pour vous parler de cette visite de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la prévention du génocide et des atrocités connexes. Le diplomate sénégalais Adama Dieng rappelle que plusieurs indices laissent présager des crimes de génocide dans plusieurs pays africains, dont la RDC et le Soudan. Dans le continent, nous avons des foyers de tension que nous avons le devoir impérieux de mettre un terme. Ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, au Soudan, et qui a conduit encore tout récemment à des crimes extrêmement graves, y compris le suicide d'ailleurs de 150 femmes, tout simplement pour ne pas être violées. Et nous n'avons pas le droit de garder le silence. Nous devons avant tout dénoncer ces atrocités. Et ensuite, nous devons par la même occasion développer tous les moyens
à notre disposition. Parce que même pendant que le génocide se perpétue, il y a encore un espace pour faire de la prévention. En République démocratique du Congo, la révision de la Constitution annoncée par le président Antoine Félix Tshisekedi fait la une. Est-ce qu'on peut se le permettre? Interpelle les évêques durant les états généraux de la justice qui se déroulent du 6 au 13 novembre à Kinshasa. Le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo, la célèbre Senko, a affirmé l'opposition de la Senko à une révision de la constitution du pays. Pendant ce temps, la pandémie de Mpox fait rage dans ce géant pays d'Afrique centrale. Le docteur Guy Moukari, coordinateur sur le terrain pour la lutte contre cette pandémie, alerte le monde. Tous les jours, on a des vols qui quittent la RDC. Air France vient au Congo tous les jours. C'est que les gens quittent la RDC pour l'Europe, pour l'Amérique, tous les jours. C'est que moi, je pense qu'il y a lieu que la France, tous les pays européens, pourquoi pas les États-Unis et partout ailleurs, qui s'y mettent et puis qu'ils accompagnent les pays infectés pour pouvoir protéger leur propre population. Enfin, ce scandale d'abus sexuels à l'église anglicane. Le primat de l'église d'Angleterre, Justin Welby, a annoncé ce 12 novembre quitter ses fonctions après des critiques formulées sur sa gestion de cas commis par un prédateur sexuel. Dans un communiqué publié ce mardi 12 novembre, l'archevêque de Canterbury dit avoir tiré les leçons de la crise causée par la gestion des abus commis par John Smith, cet avocat engagé dans la branche évangélique de l'Église d'Angleterre et qui agressa sexuellement des dizaines de garçons et jeunes hommes au Royaume-Uni comme en Afrique australe. Il avait occupé le siège de l'archevêque de Canterbury depuis 2013. On vous le disait dans cette émission, notre invité, c'est le prof Alexis Kanamugire, l'homme qui veut perpétuer sa langue préférée, le français. Il s'entretient avec Eloge Ulikaneza et Bigoro Ernest Ndeisaba. Merci, je suis Alexis Kanamugire. Je suis dans l'état du Maine. D'origine, je suis rwandais. Un Rwandais qui a vécu à cause de l'histoire au Burundi. C'est là que j'ai étudié. C'est là que j'ai travaillé comme professeur de français jusqu'en l'an 1995 où je suis retourné au Rwanda parce que je suis rwandais. Je suis le papa de 4 enfants. Après avoir travaillé donc au Burundi, j'ai travaillé au Rwanda et puis en 2015, j'ai dû venir m'installer aux États-Unis. Donc c'est là que je suis jusqu'à présent. C'est là aussi que j'ai repris l'enseignement du français depuis l'an 2016. Vous êtes prof de français. On sait ici qu'il y a tout métier exige un certificat, mais aussi il y a des métiers comme l'enseignement. Ce n'est pas facile d'avoir les équivalences. Est-ce que ça a été facile pour vous? Facile, non, mais j'ai moi-même été surpris de voir que ils ont accepté de reconnaître mes diplômes et mon expérience d'enseignant en Afrique aussi facilement. Ici, il y a beaucoup de gens qui sont serviables, qui vous approchent et qui, lorsqu'ils se rendent compte que vous pouvez être utile à quelque chose, ils vous connectent aux bonnes personnes et c'est comme ça que ça s'est passé. Il y a eu une dame qui a pris l'initiative de faire en quelque sorte les démarches pour moi et qui m'a fait rencontrer des autorités de Portland Public School. Et comme ils avaient besoin de professeurs, je suis passé par le processus normal de recrutement et ils m'ont donné le choix. Ils m'ont dit, bon, vous pouvez toujours travailler comme remplaçant à long terme sub, ou bien alors vous pouvez carrément passer les examens pour avoir la certification. J'ai opté pour cette option-là, donc on a évalué les cours que j'avais déjà fait, on a évalué mon diplôme, mon expérience, et le département de l'enseignement de l'État du Maine a pris sa décision et ils m'ont donné les cours que je devais prendre à l'université ici. Et après ça, j'ai automatiquement obtenu mon certificat de professionnel pour enseigner.
Et vous êtes nombreux à enseigner le français ici? Oui. Chaque école qui peut s'offrir un professeur, il y a même des professeurs qui n'ont pas été formés pour enseigner le français, mais qui se débrouillent pas mal. Parfois, on les utilise, les écoles les utilisent. Les professeurs qualifiés de français, je n'en connais pas beaucoup. Mais quelqu'un qui a fait ses études en français, qui a par exemple une licence en histoire ou bien une licence en psychologie, Un journaliste. Oui, il peut prétendre il peut demander à enseigner le français. Et compte tenu que dans les écoles, le français c'est pas vraiment le français, très compliqué, très difficile. Donc ces gens-là s'en sortent très bien. Il y a même des Américains qui enseignent le français sans avoir été en France, sans avoir appris le français à l'université. Donc c'est ça la situation dans les écoles locales. Et le français que vous enseignez, comment est-ce que les élèves apprécient ou bien sont fiers d'apprendre le français? Les élèves, on peut les mettre en deux catégories. Il y en a qui vraiment s'inscrivent dans un cours parce qu'ils sont intéressés. Ces gens-là sont très motivés et ils font un très bon travail. Il y en a d'autres qui juste viennent parce que les parents le leur demandent ou bien parce que c'est une exigence avant d'avoir ton diplôme, parce qu'il faut prouver d'avoir complété 2 ans de langue étrangère pour avoir ton diplôme. Donc, nous avons donc toutes ces catégories-là. Mais ceux qui sont motivés, ils vraiment travaillent très bien de façon très satisfaisante. Et quel avantage d'apprendre le français ici à Maine où on parle l'anglais? Les avantages sont les avantages de toute personne qui est bilingue. Donc, comme on dit en français, il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Dans la vie, si tu peux vraiment te débrouiller dans plusieurs langues, vous l'avez remarqué même ici, Portland, c'est un endroit où on rencontre des gens qui viennent d'un peu partout. Plus vous pouvez parler de langue, plus vous aurez plus de chances d'être recruté dans certaines positions. Par exemple, les métiers d'accueil, les métiers qui demandent que vous soyez en contact avec les clients qui viennent de plusieurs horizons. Là, c'est vraiment des places où les gens qui parlent beaucoup de langues sont recherchés. Donc, c'est très utile. Et même pour les postes internationaux, je crois que le bilinguisme, ça peut être un critère déterminant pour être recruté. Pour dire qu'il y a une plus-value chez un étudiant qui maîtrise en même temps le français et l'anglais que celui qui parle l'anglais seulement. Absolument. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la dernière réunion que nous avons eue ensemble, l'ambassadeur qui disait que plus vous exposez votre cerveau à cette gymnastique linguistique, plus vous devenez performant. C'est sûr que quelqu'un qui apprend plusieurs langues, il a été prouvé que sur le plan académique, vous êtes plus compétitif, vous êtes plus performant parce que vous avez été habitué à raisonner, oui, votre intellect, votre cerveau est aguerri parce que vous passez d'une langue à une autre, c'est pas évident. C'est toute une gymnastique qui, à la fin, est bénéfique pour votre cerveau, pour votre développement. Et revenons sur cette réunion. Dans quel intérêt cette réunion a eu lieu, vous avez organisé? Vous avez invité l'ambassadeur de France, de Gabon et de Centrafrique? On ne l'a pas vraiment invité, c'est plutôt sur ses services, le consulat de Boston, qui l'a intéressé, qui lui a dit, bon voilà, dans l'état du Maine, les professeurs de français seront rassemblés pour leur réunion annuelle, etc. Et puis, il y a des classes où on organise ces activités-là qui rassemblent les jeunes francophones, etc. Donc, ce serait très intéressant, ce serait très encourageant pour ces gens-là si les hautes autorités françaises pouvaient leur rendre visite. C'est comme ça qu'ils ont décidé donc
de venir. C'est un peu comme une reconnaissance, disons. Ils étaient venus pour, en quelque sorte, dire merci à tous ces professeurs de français-là qui font tout pour que le français puisse rayonner aux États-Unis, rayonner dans l'État du Maine. Je crois que ils se rendent compte que peut-être nous leur rendons service, en quelque sorte, parce que le développement du français, ça fait aussi partie de leur mission. Je crois donc, dès qu'ils se rendent compte qu'il y a des gens qui font de leur mieux pour que le français continue à se développer, je crois qu'ils apprécient et ils ont envie aussi de venir les contacter, voir ce qu'ils font, discuter avec eux, comment faire dans l'avenir. C'est un peu ça. Vous avez adopté un moyen d'enseigner. Il s'agit des clubs de conversation. Comment ça fonctionne? Bon, si tu veux qu'une langue se développe, vous organisez plusieurs activités. Ça peut être l'enseignement en classe, l'enseignement classique, mais il y a aussi d'autres outils que l'on peut utiliser. Par exemple, un club de conversation, c'est moins formel. On se rencontre de façon moins formelle et on peut regrouper des gens de toutes sortes. C'est une continuation de notre activité en quelque sorte, en plus des classes, de permettre à ceux qui peut-être parlent déjà cette langue et qui ne sont pas inscrits au cours proprement dit, de pouvoir se retrouver et continuer à pratiquer le français. C'est un peu à cela que servent les clubs de conversation. Vous, en tant qu'enseignant et personnellement, on peut se demander qu'est-ce qui a poussé Alexis à vraiment s'impliquer à ce point? Parce que vous êtes vraiment dedans. Oui, donc quand je suis arrivé ici, je pouvais faire autre chose, mais dès que j'ai décidé de revenir à l'enseignement à l'enseignement spécifique du français, toutes ces activités connexes que je fais c'est un peu une continuation de mon travail. Et à la base de tout ça, il y a l'amour du français. Compte tenu de notre histoire, compte tenu de notre formation, à la base de tout ça, il y a l'amour du français. Le français, c'est peut-être la langue que je parle le mieux. Après avoir voyagé un peu partout, il y a des choses que l'on oublie de sa propre langue, tout ça. C'est le français qui est resté constant et on voudrait passer cet amour aux autres, éventuellement nos enfants. On voudrait que nos enfants perpétuent ça, l'amour des langues et qu'ils puissent aussi, disons, parler plus d'une langue parce que finalement c'est une arme qui vous sert dans la vie. Des gens disent que le français est compliqué, surtout pour les anglophones. Oui, il est compliqué, mais il suffit d'être motivé. C'est sûr que dès que vous commencez l'apprentissage à un jeune âge, vous avez plus de chances d'être performant, de vous en sortir. Mais même à un âge avancé, tout dépend du temps que vous consacrez à cette langue, mais aussi il y a le rôle que joue l'environnement. Une langue que vous apprenez à l'école, mais que vous ne pratiquez pas en dehors de l'école, vous aurez très peu de chances de la maîtriser complètement. Mais on a des Américains qui parlent plusieurs langues, donc tout cela dépend de leur parcours dans la vie, des contacts qu'ils ont eus et de leur motivation qui est derrière tout ça. Lors de la conférence, on a vu quand même mobiliser 3 ambassadeurs, dont celui de France aux États-Unis. C'est vraiment, disons, quelque chose de gigantesque. Comment vous êtes-vous senti ce jour-là? Bon, je peux dire que c'est effectivement un honneur pour l'école. C'est un honneur pour notre lycée d'avoir accueilli cet événement. Ça donne aussi un peu de joie de voir que les gens reconnaissent ce que vous faites, les gens apprécient ce que vous faites. Donc c'est toujours encourageant pour l'avenir. Mais pour D-Link, c'était effectivement un bon moment, un grand événement. Ce n'est pas tous les jours qu'on a des visiteurs de cette marque-là. Je crois que c'est quelque chose qui restera gravé dans
la mémoire de l'école. On a vu la présidente de l'association de la conférence des enseignants de français dans le Maine qui parlait de ressources. Est-ce que vous pensez que les ressources sont suffisantes? Surtout pour elle, qu'elle aimerait que le français commence à être enseigné dès le bas âge. Oui, elle avait raison. Nous n'avons pas beaucoup de professeurs de français qualifiés, mais c'est pas uniquement les ressources. Vous pouvez avoir des ressources si la politique nationale n'incite pas à étudier les langues, vous n'arriverez pas à grand-chose. Donc tout cela doit aller ensemble. Il faut des ressources, mais il faut aussi que les décideurs s'investissent. Il faut que les décideurs reconnaissent que le bilinguisme, c'est quelque chose de très important et que on donne plus de poids à l'enseignement des langues étrangères. Par exemple, en obligeant tous les élèves à étudier plus de langues étrangères. Par exemple, aujourd'hui, on peut s'en sortir, hein, on peut avoir son diplôme sans vraiment avoir appris de façon consistante une langue étrangère. Mais si on décidait que l'apprentissage d'une langue étrangère, la connaissance d'une langue additionnelle, c'est quelque chose d'incontournable pour avoir un diplôme, je crois que cela nous rendrait service parce que les élèves s'y mettraient avec plus d'énergie et oui, et le français y gagnerait, c'est sûr. Même si on reconnaît que l'espagnol a pris le dessus sur le français. Mais cela s'explique aussi par la géopolitique, par l'emplacement des États-Unis qui sont entourés par des pays, par l'espagnol. Aussi. Brésil, c'est très loin, mais le Mexique, tout ça, Venezuela, c'est la porte à côté. C'est la porte à côté. Donc, les contacts tous les jours sont tels que quand vous parlez les deux langues, la vie devient plus facile et les affaires deviennent plus faciles pour tout le monde. Ce qui n'est pas le cas pour le français. Mais le français aussi, nous avons le Canada qui n'est pas loin. Mais déjà au Canada, je crois que le français est minoritaire. Cela ne peut pas tellement influencer. Une certaine opinion dit que, d'ailleurs, plus on parle plusieurs langues, plus on est mieux culturellement. Toi qui côtoies les élèves et aussi des enseignants, tu penses que cette opinion, disons, est vraie? Oui, la langue, c'est connaître une langue, c'est connaître d'autres cultures. Les langues ouvrent plusieurs horizons. C'est sûr que quelqu'un qui parle plusieurs langues, il est plus ouvert et il a plus de contact. Il peut entrer plus facilement en contact avec le monde extérieur que quelqu'un qui n'a que sa langue maternelle. C'est sûr que la connaissance de plusieurs langues, c'est une arme redoutable. C'est une arme redoutable tant sur le marché du travail que dans la facilité des relations avec les autres. Et quel est votre message aux enfants, aux étudiants et les parents? Mon message serait surtout adressé aux jeunes qui parlent le français jusqu'à un certain niveau. Vivre aux États-Unis, ce n'est pas facile. Si vous ne faites pas attention, vous risquez de perdre votre langue. Donc, il faut absolument que nous, les adultes, nous, les parents et les jeunes, avec nous, tout le monde soit conscient que maîtriser une autre langue, c'est quelque chose de positif, mais que si on ne fait rien pour cette langue-là, elle disparaîtra très très vite, surtout avec le stress d'être performant dans son milieu américain où il faut le travail, tout ça, l'adaptation, on nous demande de nous adapter, on nous demande de travailler dans plusieurs environnements, etc. Et très vite, les jeunes risquent de penser que ils n'auront plus besoin de leur français. Mais c'est une erreur. On a besoin de garder toutes nos langues, toutes les langues que nous parlons. Cela ne peut que nous apporter du positif.
Alexis Kanamugire, merci pour ce moment que vous avez accordé à Amjamb Africa. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir d'avoir cet échange avec vous. Pour Nathalie Gori, présidente de l'Association des professeurs de français pour le Maine, qui a déjà été primée par la France et son pays d'origine pour la promotion de la langue française et la culture à travers l'éducation, le Maine doit préserver le français pour avoir beaucoup de jeunes gens, surtout qui ont un héritage francophone. C'est très important de préserver le français. Les New Mainers qui arrivent dans le Maine, ils ont cette chance déjà de parler français, de comprendre le français. Ils ont grandi en connaissant le français et ils ont ce plus, ils ont cette chance, il ne faut pas la perdre. Je sais qu'ils doivent apprendre l'anglais, ils sont obligés d'apprendre l'anglais pour pouvoir vivre dans la vie quotidienne dans le Maine et peut-être trouver un travail. Mais il ne faut pas perdre cette chance unique qu'ils ont avec le français. Donc c'est très important. Toi, tu parles de chance. Oui, c'est une chance. C'est une chance de parler français parce que le français, on dit que d'ici l'année 2050, ça va être une des 5 langues parlées les plus importantes dans le monde entier, grâce justement surtout à la croissance en Afrique. On dit que 60% des locuteurs français sont en Afrique. Donc c'est une chance. Si quelqu'un peut parler français, il sera plus apte à trouver une bonne carrière grâce à cette langue globale. Quand les gens arrivent ici aux États-Unis, moi-même, je suis originaire du Burundi, on parle le français, on a tendance à l'oublier parce que c'est comme si on se dit il n'y a pas d'opportunité avec le français parce qu'après tout, nous sommes aux États-Unis. Oui, je comprends ça, mais nous sommes dans le Maine. Il y a des opportunités pour parler français dans les différentes communautés africaines et aussi avec les communautés franco-canadiennes. Il y a beaucoup de groupes de rencontres et de groupes de conversation pour se réunir et parler français. Et encore une fois, aux États-Unis, il y a beaucoup de business où ils cherchent des gens qui parlent français. À mon avis, c'est plus facile de trouver quelqu'un qui va peut-être parler l'espagnol, mais si un business ou une compagnie ou n'importe quel endroit cherche quelqu'un qui peut parler français, ça sera plus spécial parce que ça va être plus difficile de trouver des gens qui parlent français. Donc à mon avis, c'est vraiment une chance, c'est une opportunité, c'est un atout qu'il faut garder. Pour toi, un étudiant, un élève qui en même temps maîtrise le français et l'anglais, pour la prof Nathalie, c'est que cet élève, cet étudiant, devant lui a plus de chances de réussir dans la vie que celui qui ne parlait pas les deux. Exactement. Il a plus de chances de réussir avec ces 2 langues dans la vie. Par exemple, je pense à un élève à moi il est à l'université maintenant et il continue d'étudier le français à l'université et il fait des études d'ingénieur. Et il regarde pour aller travailler peut-être dans l'aéronautique à Toulouse. Et ça, c'est grâce au français. C'est parce qu'il a l'anglais, il a le français, il fait les études d'ingénieur. Donc, il a peut-être une chance d'aller travailler à Toulouse avec les avions dans l'aéronautique. Donc ça, c'est vraiment une chance. Le système éducatif dans le Maine, comment tu trouves leur implication pour préserver cette langue française? Je pense qu'ils font beaucoup d'efforts. Je pense que je remarque qu'il y a un changement d'ici, peut-être depuis 2 ou 3 ans. Il y a un changement pour vraiment reconnaître que nous avons beaucoup de jeunes gens qui ont cet héritage francophone. Et on voit ça justement avec l'examen Seal of Biliteracy. Ça leur permet d'avoir ce cachet spécial sur leur diplôme de lycée qu'ils ont, le Seal of Biliteracy, pour reconnaître qu'ils sont bilingues. Donc ça, c'est vraiment très important. Ça les met en valeur. Mais il faut continuer à penser que nous devrions offrir le français plus tôt, dès l'école élémentaire, pour les élèves qui n'ont jamais eu de français dans leur famille, ils ne sont pas d'héritage francophone, mais il faudrait qu'ils commencent plus tôt pour vraiment arriver à un point où ils peuvent communiquer. Est-ce que tu penses que les ressources sont aussi là, disons, les enseignants? Non, on a besoin de plus d'enseignants, ça c'est autre chose. Tout ça, ça va ensemble, c'est comme un cercle. On a besoin que les universités offrent plus de programmes pour former justement des jeunes gens à devenir enseignants de français. Donc on a besoin de plus de fonds et tout ça, ça va ensemble, c'est un cercle en fait. Mais il faut travailler ensemble, c'est comme ça, l'union fait la force. Merci à Nathalie pour ce moment que vous avez accordé à Amjamb Africa. Merci Amjamb Africa.
Merci à vous tous qui avez suivi l'émission Bonjour Maine d'aujourd'hui et vous a été préparée et présentée par Eloge Willy Caneza avec la contribution de Bigoro Ernest Leissab. À la prochaine.